Le 23 février 1946, un général japonais qui avait humilié l'Empire britannique à Singapour fut conduit à l'échafaud aux Philippines. Tomoyuki Yamashita, connu comme le Tigre de Malaisie, passa de stratège le plus redouté d'Asie du Sud-Est à prisonnier condamné pour crimes de guerre. Son ascension avait été fulgurante, sa chute implacable. Le procès à Manille ne cherchait pas seulement un coupable, mais un précédent. Yamashita ne fut pas accusé d'avoir donné des ordres directs, mais de ne pas avoir empêché les atrocités commises sous son commandement. Le massacre de Manille, avec plus de 100 000 civils assassinés, fut l'argument central pour déclarer qu'un commandant devait répondre des crimes de ses troupes, même s'il prétendait les ignorer. Comment un héros militaire finit-il pendu comme criminel? Était-ce la justice ou la vengeance? Que signifia réellement la fin du Tigre de Malaisie pour l'histoire de la guerre moderne? Forge d'acier, naissance du Tigre de Malaisie. Tomoyuki Yamashita naquit le 8 novembre 1885 à Otoyo, un village rural de la préfecture de Kochi sur l'île de Shikoku. Son père exerçait comme médecin local, plaçant la famille dans la classe moyenne respectable du Japon de l'ère Meiji. Le pays venait de démontrer sa capacité militaire en battant la Chine en 1894 et la Russie en 1905, convainquant sa génération que le service militaire représentait la voie vers l'honneur national. En 1905, à l'âge de 20 ans, il entra à l'Académie de l'armée impériale à Tokyo. Il fut diplômé la même année, occupant la 16e place sur 920 cadets de la 18e promotion. Ce classement le plaçait parmi l'élite du corps des officiers et garantissait pratiquement une carrière militaire prometteuse. Les dossiers académiques décrivent un cadet méticuleux avec un talent particulier pour la stratégie. Ses instructeurs remarquèrent sa capacité à résoudre des problèmes complexes de manière pratique, caractéristique qui le distinguait de ses camarades, privilégiant l'ardeur patriotique au détriment de l'analyse froide. Après l'obtention de son diplôme, il fut affecté au 11e régiment d'infanterie à Hiroshima. En 1916, pendant la Première Guerre mondiale, il participa à des opérations mineures contre des positions allemandes à Shandong, en Chine. Cette expérience lui montra le potentiel destructeur de la guerre moderne et l'importance de coordonner infanterie, artillerie et aviation, chose que l'armée japonaise commençait à peine à maîtriser. Son ascension se poursuivit lorsqu'il entra à l'école supérieure de guerre, obtenant le 6e rang de sa promotion. Cette réussite ouvrit les portes à la mission qui allait transformer sa perspective militaire. Attaché militaire en Suisse et en Allemagne, entre 1978 et 1998, 919 et 1922. En Europe, il observa les conséquences du traité de Versailles et les efforts allemands pour réorganiser leur armée dans les limites imposées. Il fut impressionné par la capacité allemande à compenser les restrictions numériques par un meilleur entraînement et une utilisation innovante de la technologie. Il apprit l'allemand couramment et établit des contacts qui lui seraient utiles des décennies plus tard. De retour au Japon en 1922, promu major, il fut affecté au ministère de la Guerre. Là, il élabora des propositions de réforme basées sur ce qu'il avait observé en Europe. Une chaîne de commandement plus efficace, des forces aéroportées, la modernisation de l'aviation militaire et une meilleure coordination entre les branches des forces armées. Ces propositions suscitèrent de la résistance. L'armée japonaise était divisée en factions interprétant différemment le rôle militaire dans la société. Yamashita s'aligna avec la Kodoha, ou faction de la voie impériale, qui défendait une armée renouvelée servant directement l'empereur. Cette position l'opposa à la Toseiha, ou faction de contrôle, dirigée par des officiers comme Hideki Tojo, qui favorisait une structure plus bureaucratique contrôlée depuis le ministère de la Guerre. La rivalité avec Tojo s'intensifia durant les années 30. Tous deux avaient des visions incompatibles quant à la direction de l'armée impériale. Tandis que Tojo consolidait son pouvoir politique et bureaucratique, Yamashita maintenait sa réputation d'innovateur tactique, mais s'éloignait du centre d'influence. Le point de rupture arriva le 26 février 1936, lorsque de jeunes officiers de la Kodoha tentèrent un coup d'État, assassinant des politiciens et prenant des bâtiments gouvernementaux. Le soulèvement fut écrasé en 3 jours, mais Yamashita commit une erreur fatale. Il demanda la clémence pour les officiers putschistes alors que l'empereur Hirohito exigeait un châtiment sévère.
Cette requête fut interprétée comme une sympathie envers les rebelles. Le résultat fut dévastateur. Il perdit la confiance de l'empereur et fut marqué comme politiquement peu fiable. En guise de punition, il fut envoyé en Corée à un poste mineur, éloigné du centre de pouvoir à Tokyo. Durant cet exil, il en profita pour perfectionner ses compétences comme commandant de terrain. En 1937, il fut promu lieutenant-général et reçut le commandement de la 4e division d'infanterie, participant à des opérations contre des insurgés chinois. Il montra des capacités tactiques, mais aussi du pragmatisme. Il défendait publiquement que le Japon devait chercher une solution négociée au conflit chinois et maintenir des relations pacifiques avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ces positions furent systématiquement ignorées. En 1940, profitant de son expérience européenne antérieure, il fut envoyé en mission militaire secrète en Allemagne et en Italie. Durant 6 mois, il étudia les techniques militaires allemandes, notamment la Blitzkrieg, qui s'était révélée si efficace en Pologne et en France. Il rencontra Adolf Hitler et Benito Mussolini, bien que ses impressions privées furent moins enthousiastes que les officielles. À propos de Hitler, il commenta discrètement qu'il pouvait être un grand orateur depuis une tribune, mais que derrière son bureau, il ressemblait plus à un employé de bureau qu'à un dirigeant visionnaire. Ce qui l'impressionna réellement fut les aspects techniques de la guerre mécanisée. La coordination entre chars, aviation et infanterie motorisée permettant de briser les lignes ennemies et d'avancer avec une vitesse dévastatrice. De retour au Japon en 1941, la situation avait complètement changé. Les États-Unis et l'Empire britannique avaient imposé de sévères sanctions économiques, coupant l'approvisionnement en pétrole et matières premières vitales. Le haut commandement japonais avait conclu que seule une expansion militaire vers l'Asie du Sud-Est pourrait garantir l'accès aux ressources nécessaires à la survie nationale. Malgré ses différents passés avec le leadership politique, Yamashita fut considéré pour un rôle important dans l'offensive planifiée. Son expérience tactique et sa connaissance des techniques militaires occidentales en faisaient un candidat naturel pour commander des opérations complexes contre des forces européennes bien équipées. Le 6 novembre 1941, il reçut la nomination qui allait définir sa place dans l'histoire. Commandant de la 25e armée japonaise, chargé de l'invasion de la Malaisie et de la conquête de Singapour. C'était son opportunité de rédemption. Une victoire rapide et décisive pourrait réhabiliter sa carrière et réduire au silence ses ennemis politiques. Dans les jours précédant l'opération, il réunit ses officiers supérieurs et exposa sa vision stratégique. La campagne devait être rapide, audacieuse et psychologiquement écrasante. Il n'avait ni le temps ni les ressources pour une guerre prolongée. La seule possibilité de succès résidait dans des frappes puissantes, des mouvements rapides et le maintien de l'initiative jusqu'à la fin. Éclair de l'Est, l'offensive sur la Malaisie. L'attaque japonaise contre la Malaisie commença le 8 décembre 1941, à peine 1 heure après le bombardement de Pearl Harbor. Yamashita avait conçu une opération reposant sur la vitesse et la surprise pour compenser son infériorité numérique. Ces 30 000 hommes faisaient face à plus de 140 000 soldats alliés sous le commandement du général britannique Arthur Percival. La stratégie consistait en 3 débarquements simultanés. Le principal, apparemment, devait avoir lieu à Kota Bharu, sur la côte nord-est de la Malaisie. Les débarquements les plus importants devaient se faire à Singora et Patani, dans le sud de la Thaïlande, permettant d'attaquer la Malaisie par l'arrière. Les premiers moments furent critiques. À Kota Bharu, la 9e division indienne opposa une résistance féroce avec tirs de mitrailleuses et d'artillerie. Les barges japonaises subirent de nombreuses pertes, et durant plusieurs heures, le débarquement frôla l'échec. Cependant, la pression constante et l'arrivée de renforts brisèrent les défenses britanniques. À midi, les Japonais avaient sécurisé la tête de pont. Le premier facteur décisif fut la suprématie aérienne. Les bombardiers japonais attaquèrent systématiquement les aérodromes britanniques, détruisant la majorité des avions ennemis au sol. Les rares chasseurs britanniques qui décollèrent, principalement des Brewster Buffalo obsolètes, ne purent rivaliser avec les pilotes japonais expérimentés vétérans de Chine. Le second facteur fut l'innovation tactique la plus surprenante, l'utilisation massive de bicyclettes. La péninsule malaise était couverte de jungles denses, avec peu de routes praticables. Yamashita et son chef des opérations, le colonel Masanobu Tsuji, ordonnèrent de réquisitionner toutes les bicyclettes disponibles dans les zones occupées.
des milliers de soldats avancèrent à bicyclette sur les routes étroites de la Malaisie, se déplaçant beaucoup plus rapidement que l'infanterie à pied et sans nécessité de carburant rare. Lorsque les roues se brisaient, ils continuaient à pousser en utilisant les cadres comme support pour l'équipement. Cette mobilité inattendue déconcerta complètement les Britanniques. L'avancée fut implacable. À Jitra, du 11 au 13 décembre, la 11e division indienne tenta d'établir une ligne défensive solide, mais fut débordée en 2 jours. La retraite désordonnée laissa de grandes quantités d'armements et de véhicules que les Japonais utilisèrent immédiatement. L'une des rares défenses britanniques réussies eut lieu à Kampar entre le 30 décembre et le 2 janvier. Les troupes indiennes et britanniques résistèrent plusieurs jours depuis des positions élevées, causant de lourdes pertes aux assaillants. Toutefois, le risque d'encerclement par des manœuvres de flanc obligea également à évacuer ces positions. Le 10 décembre se produisit un désastre qui brisa le moral britannique. Les navires HMS Prince of Wales et HMS Repulse furent coulés par des bombardiers japonais près de la côte orientale. La force Z avait été envoyée pour intercepter des convois japonais, mais en naviguant sans couverture aérienne, elle devint une proie facile. Ce naufrage démontra que la suprématie navale britannique dans le Pacifique était terminée. Les Japonais pouvaient effectuer des débarquements amphibies mineurs derrière les lignes britanniques sans opposition, forçant les défenseurs à reculer constamment. La vitesse de l'avance fut extraordinaire. En 55 jours, ils parcoururent plus de 1100 km de Kota Bharu jusqu'à l'extrémité sud de la péninsule. Les Alliés effectuèrent une retraite continue, démolissant des ponts pour ralentir la progression, mais la mobilité japonaise surmontait tous les obstacles. Les soldats traversaient des rivières à pied en portant leurs bicyclettes, utilisaient des sentiers secondaires pour contourner les positions défensives et maintenaient un rythme qui empêchait les Britanniques de consolider de nouvelles lignes de résistance. Le moral des troupes coloniales s'effondra face à un ennemi qui semblait toujours avoir une longueur d'avance. Le 31 janvier 1942, les dernières troupes britanniques traversèrent le détroit de Johor vers l'île de Singapour, faisant sauter le pont qui la reliait au continent. Toute la défense était réduite à la forteresse insulaire, défendue par 85 000 soldats démoralisés contre à peine 30 000 Japonais. Singapour avait été promu comme le Gibraltar de l'Orient, une forteresse imprenable. Le port disposait de grands canons côtiers de 381 mm et avait été présenté comme le bastion imprenable de l'Empire dans le Pacifique. Cependant, les défenses terrestres étaient mal organisées. Les grands canons étaient orientés vers la mer avec des munitions perforantes, conçues pour couler des navires, non pour combattre l'infanterie. Yamashita établit son quartier général dans le palais du sultan de Johor, d'où il pouvait observer directement les défenses britanniques. Bien que ses troupes fussent à court de ravitaillement, il décida de ne pas laisser aux Britanniques le temps de se réorganiser. Le 8 février, après un bombardement qui dura toute la journée, commença l'assaut amphibie. Durant l'après-midi, 88 000 projectiles pilonnèrent les positions britanniques, détruisant les communications et semant le chaos. À la tombée de la nuit, la 18e division japonaise et les gardes impériaux commencèrent à traverser le détroit sur 150 barges. Cette zone n'était défendue que par 3000 hommes de la 22e brigade australienne, complètement dépassée. Les Australiens résistèrent avec des tirs de mitrailleuses et de mortiers, mais la pression fut implacable. En quelques heures, de multiples brèches furent ouvertes et à l'aube du 9 février, les Japonais avaient sécurisé des têtes de ponts solides. Durant les jours suivants, ils avancèrent systématiquement vers le centre de l'île, capturant Bukit Timah avec ses dépôts vitaux de munitions et de carburant. La perte des réservoirs d'eau douce mit Singapour au bord de l'effondrement. Le général Percival commit l'erreur de disperser ses forces pour défendre tout le périmètre au lieu de les concentrer sur les points décisifs. Il retarde également l'envoi de renforts dans les secteurs menacés, permettant aux Japonais de consolider leurs gains. Le 15 février, avec une situation intenable, Percival demanda une rencontre avec Yamashita. La réunion eut lieu dans l'usine Ford, convertie en quartier général japonais. Yamashita, conscient que ses forces étaient également à la limite, utilisa l'intimidation psychologique pour accélérer la reddition. Lorsque Percival tenta de négocier des conditions, Yamashita répondit qu'il ne voulait entendre qu'un oui ou un non à la reddition inconditionnelle.
À 18h10 du 15 février, Percival signa la reddition de Singapour, livrant 80 000 soldats à une armée 3 fois plus petite. Winston Churchill qualifia la chute comme le pire désastre et la plus grande reddition de l'histoire militaire britannique. Pour l'Empire britannique, ce fut une humiliation totale. Pour le Japon, un triomphe de propagande sans précédent qui démontrait que les puissances coloniales européennes pouvaient être vaincues par un pays asiatique. La presse japonaise baptisa immédiatement Yamashita du titre qui le rendrait célèbre dans le monde entier. En à peine 10 semaines, avec des forces limitées et affrontant un ennemi numériquement supérieur, il avait dirigé l'une des campagnes les plus rapides et réussies de la Seconde Guerre mondiale. Ombre de sang, Singapour sous l'extermination. La brillante victoire militaire fut accompagnée d'atrocités qui entachèrent de façon permanente la réputation de Yamashita. Tandis que la propagande célébrait le conquérant de Singapour, les troupes sous son commandement perpétrèrent des crimes qui horrifièrent même dans le contexte brutal de la Seconde Guerre mondiale. Le premier épisode eut lieu le 14 février 1942. L'hôpital militaire d'Alexandra, situé au sud-ouest de Singapour, abritait des centaines de soldats blessés ainsi que des médecins, infirmières et personnels sanitaires. Les drapeaux de la Croix-Rouge identifiaient clairement l'installation comme protégée par les conventions internationales. Aux alentours d'1h de l'après-midi, un détachement japonais fit irruption dans le complexe. Un lieutenant britannique sortit à leur rencontre en arborant un drapeau blanc, mais il fut immédiatement transpercé à la baïonnette. Les soldats japonais pénétrèrent dans les salles d'opération où les chirurgiens travaillaient. Des médecins furent tués pendant qu'ils opéraient, des patients sur des civières furent transpercés à la baïonnette, des infirmières exécutées aux côtés des blessés qu'elles tentaient de protéger. Les témoignages indiquent qu'au moins 50 personnes moururent lors de cette première attaque. La barbarie se poursuivit le lendemain. Environ 200 personnes, entre personnel médical et patients, furent forcées à marcher 400 mètres jusqu'à une usine. Les blessés qui ne pouvaient suivre le rythme furent exécutés durant le trajet. Dans l'usine, les survivants furent entassés dans de petites pièces sans ventilation ni eau. Durant la nuit, beaucoup moururent d'asphyxie et de déshydratation. Le lendemain matin, les Japonais exécutèrent méthodiquement les survivants à la baïonnette. Seuls quelques-uns réussirent à se sauver en feignant la mort. 4 jours après la reddition commença une opération encore plus dévastatrice. Le 18 février, des patrouilles japonaises accompagnées d'agents de la Kempeitai commencèrent à parcourir les quartiers chinois de Singapour en ordonnant à la population masculine de se rassembler sur des places et des terrains ouverts. L'opération reçut le nom de Sukching, purification par nettoyage en chinois. Officiellement, elle visait à éliminer les éléments hostiles, communistes, guérilleros, sympathisants de la Chine. En pratique, ce fut une purge ethnique indiscriminée contre la population chinoise de Singapour. Les critères de sélection étaient arbitraires et fatals. Les hommes âgés de 18 à 50 ans étaient séparés de leur famille et soumis à une inspection superficielle. Un regard suspect, une accusation anonyme ou simple malchance entraînaient une sentence de mort immédiate. Des milliers furent entassés dans des camions et transportés vers des plages et terrains vagues transformés en champs d'exécution. Changi, Punggol, Katong, Siglap. Là, sous le soleil tropical, les victimes creusaient leurs propres fosses avant d'être fusillées à la mitrailleuse ou exécutées individuellement face à la mer. Les témoignages de survivants décrivent une horreur absolue. Des hommes obligés à rester debout toute la nuit avant d'être exécutés à l'aube. Des fils assassinés devant leur père. Des victimes tentant de fuir vers la jungle pour être capturées et exécutées sur le champ. Le massacre se poursuivit pendant plus de 2 semaines, jusqu'au 4 mars 1942. Les estimations varient entre 25 000 et 50 000 victimes. Des communautés chinoises entières furent décimées. La ville, rebaptisée Shonan par les Japonais, fut plongée dans une terreur qui s'étendit durant toute l'occupation. En plus de ces épisodes emblématiques, les troupes japonaises commirent de nombreuses atrocités mineures. À Penang, après l'évacuation britannique, ils initièrent des pillages systématiques, des viols massifs et des exécutions publiques de supposés collaborateurs. Dans les villages ruraux de Johor et Perak, ils appliquèrent des châtiments collectifs. S'ils trouvaient des indices de guérilla, ils brûlaient les maisons et fusillaient les habitants sans distinction.
De nombreux prisonniers de guerre alliés capturés durant la campagne furent exécutés sommairement au lieu d'être transférés dans des camps comme l'exigeaient les conventions. Ces crimes dispersés créèrent une réputation de férocité qui accompagnerait l'armée japonaise tout au long de son expansion en Asie du Sud-Est. La question historique centrale est de déterminer dans quelle mesure Yamashita fut personnellement responsable. Les preuves sont contradictoires et ont généré des décennies de débats. Certains documents suggèrent que les massacres résultèrent d'ordres transmis depuis son quartier général. Des témoignages indiquent que des officiers de son état-major discutèrent explicitement de la nécessité d'éliminer les éléments anti-japonais avant de consolider l'occupation. Le caractère systématique de Suk-Ching, avec coordination entre différentes unités et participation de la Kempeitai, suggère une planification centralisée difficilement exécutable sans connaissance du commandant suprême. L'ampleur de l'opération, avec des dizaines de milliers de personnes concentrées sur des terrains ouverts et transportées durant des jours, était impossible à cacher. D'autre part, il existe une documentation démontrant que Yamashita émit des ordres spécifiques interdisant le pillage, le viol et la violence gratuite. Ces instructions comprenaient ne pas voler, ne pas incendier, ne pas violer, avertissant que les contrevenants seraient sévèrement punis. Dans plusieurs cas documentés, il punit effectivement des soldats surpris en train de commettre des excès. Les défenseurs soutiennent qu'il lui était impossible de contrôler chaque action de 30 000 soldats dispersés durant une campagne intense. La brutalité des troupes japonaises, nourrie par des années d'endoctrinement militariste et de mépris envers les peuples conquis, avait débordé tout contrôle. Les critiques répondent qu'un commandant suprême ne pouvait ignorer des atrocités d'une telle ampleur. La responsabilité d'un général inclut non seulement de diriger des opérations militaires, mais aussi de garantir que ses troupes respectent les lois de la guerre. Les preuves suggèrent que certains subordonnés agirent de leur propre initiative, interprétant des ordres généraux de pacification de manière extrêmement brutale. La culture militaire japonaise mettait l'accent sur l'anticipation des désirs du supérieur et l'action avec un esprit agressif, ce qui pouvait mener à des excès non spécifiquement ordonnés, mais non plus explicitement interdits. Les atrocités établirent un schéma qui se répéterait dans d'autres conquêtes de l'Asie du Sud-Est. Pour les victimes et leurs descendants, le débat sur la responsabilité personnelle reste académique. Ce qui importait, c'est que sous son commandement avaient été perpétrés certains des pires crimes de la guerre. Son nom resta associé non seulement à un génie tactique, mais aussi au sang de dizaines de milliers d'innocents. Enfer tropical, la tragédie de Manille. En juillet 1942, au sommet de sa gloire en tant que conquérant de Singapour, Yamashita fut soudainement démis de son commandement et envoyé dans le lointain Manchukuo. Cette décision fut prise par Tojo, qui à ce moment-là s'était consolidé en tant que Premier ministre. Jaloux du prestige croissant de son rival, il avait manœuvré pour neutraliser un concurrent politique dangereux. Yamashita passa les 2 années suivantes en exil doré, commandant des forces importantes mais éloigné des opérations principales du Pacifique. En 1944, la situation avait complètement changé. L'offensive américaine avait capturé les Mariannes, mettant tout le Japon à portée des bombardiers B-29. Dans le Pacifique Sud, MacArthur se préparait à tenir sa promesse de revenir aux Philippines. La chute du cabinet de Tojo en juillet après la perte des Mariannes ouvrit une opportunité inattendue. La nouvelle direction avait désespérément besoin de commandants compétents pour défendre des positions stratégiques. Le 26 septembre 1944, Yamashita reçut la nomination qui allait changer le cours final de sa vie, commandant de la 14e armée de zone et gouverneur militaire des Philippines. Il arrive à Manille le 10 octobre pour prendre le contrôle d'environ 262 000 soldats dispersés à travers l'archipel. Sa situation était précaire dès le début. La marine impériale avait perdu le contrôle des mers, les approvisionnements en provenance du Japon étaient pratiquement inexistants et de nombreuses troupes étaient des unités de seconde ligne mal équipées. Conscient de la supériorité écrasante des États-Unis, il écartait toute stratégie de défense côtière. Il conçut un plan de résistance en profondeur basé sur 3 groupes défensifs. Le groupe Shobu, sous son commandement direct, défendrait le nord de Luzon avec 152 000 hommes. Le groupe Kembu protégerait Bataan avec 30 000 hommes. Le groupe Shimbu défendrait le sud de Luzon et Manille avec 80 000 hommes.
La stratégie consistait à se replier vers des positions montagneuses fortifiées, forçant les Américains à se battre sur un terrain difficile et à prolonger la résistance pour infliger des pertes significatives. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner, mais ils croyaient qu'un coût élevé en vies américaines pourrait mettre une pression pour une paix négociée. Une décision cruciale fut l'évacuation de Manille. Yamashita ordonna que la capitale soit déclarée ville ouverte, libre de combat, afin de préserver les infrastructures et les vies civiles. Les troupes de l'armée devaient se retirer vers les montagnes, ne laissant qu'un détachement minimal pour maintenir l'ordre jusqu'à l'arrivée des troupes américaines. Cet ordre ne fut pas respecté par tous. L'amiral Sanji Iwabuchi, commandant environ 16 000 marins, refusa d'évacuer la capitale. Iwabuchi avait perdu son navire amiral à Guadalcanal et cherchait à racheter son honneur en menant une défense suicidaire de Manille. Contre les instructions directes de Yamashita, Iwabuchi fortifia des bâtiments stratégiques, notamment à Intramuros et dans la zone portuaire. Ces hommes creusèrent des tunnels, placèrent des mines et préparèrent des positions urbaines conçues pour infliger un maximum de dégâts aux assaillants. Le 20 octobre, MacArthur lança sa campagne avec le débarquement à Leyte. La résistance fut limitée et, en décembre, toute l'île était sous contrôle américain. Le 9 janvier 1945, la 6e armée débarqua à Lingayen, Luzon, entamant la phase finale de la reconquête des Philippines. Les forces américaines avancèrent rapidement vers Manille, surmontant la résistance organisée. Le 3 février, des éléments de la 1re division de cavalerie atteignirent les banlieues nord de la capitale, s'attendant à trouver une ville évacuée. À la place, ils trouvèrent un enfer urbain. Les troupes d'Iwabuchi avaient transformé Manille en une forteresse, utilisant chaque bâtiment, rue et tunnel comme position défensive. La bataille qui suivit fut l'une des plus brutales du Pacifique. Les marins japonais, sans possibilité d'évasion ni de renfort, se battirent avec désespoir. Ils utilisèrent de l'artillerie navale lourde, des canons anti-aériens et des armes automatiques pour défendre chaque pâté de maison. Les Américains avancèrent maison par maison, utilisant des lance-flammes, des explosifs et de l'artillerie pour déloger les défenseurs. Mais ce qui était le plus horrible ne fut pas le combat entre soldats, mais la campagne délibérée de terreur contre la population civile philippine. Au fur et à mesure qu'ils reculaient, les hommes d'Iwabuchi déchargèrent leur haine contre les habitants sans défense. Les atrocités commencèrent immédiatement. Des familles furent enfermées dans des maisons et brûlées vives. Des femmes et des filles furent massivement violées. Beaucoup furent ensuite tués. Des religieuses et des prêtres furent exécutés dans des églises et des couvents. Des enfants furent utilisés pour des exercices de baïonnettes ou jetés en l'air pour être transpercés. À Intramuros, plus de 4000 personnes furent massacrées en quelques jours. Les Japonais rassemblaient des civils sur des places et dans des bâtiments publics censés les protéger, puis les exécutaient avec des mitrailleuses, des grenades ou les brûlaient avec de l'essence. Les témoignages décrivent une horreur inimaginable. Des mères forcées de voir leurs enfants mourir, des vieillards torturés pour le plaisir, des bébés jetés contre des murs, des viols collectifs suivis de mutilations et de meurtres. La bataille dura exactement 1 mois, du 3 février au 3 mars 1945. Les Japonais furent complètement anéantis, y compris Iwabuchi lui-même, qui se suicida pour éviter la capture. Le coup fut atroce. Plus de 100 000 civils philippins moururent pendant les combats. La destruction physique fut presque totale. Manille, connue sous le nom de Perle de l'Orient pour sa beauté architecturale, fut réduite en ruines fumantes. Seule Varsovie avait subi une dévastation comparable pendant toute la guerre. Pendant que Manille brûlait, d'autres atrocités étaient perpétrées dans différentes parties de l'archipel. À Palawan, le 14 décembre 1944, eut lieu le massacre de Puerto Princesa, où 150 prisonniers américains furent brutalement tués. Face à l'avance des forces de secours, les commandants locaux décidèrent d'éliminer tous les prisonniers. Les Américains furent forcés d'entrer dans des tranchées creusées comme soi-disant abris anti-aériens. Une fois à l'intérieur, les Japonais versèrent de l'essence et les incendièrent. Les prisonniers qui tentaient de fuir, enveloppés de flammes, furent mitraillés. D'autres tentèrent de grimper sur une falaise proche, mais furent capturés et exécutés. 16 hommes réussirent à s'échapper et racontèrent l'atrocité.
Les 139 autres périrent dans cet enfer. En plus de ces épisodes principaux, de nombreuses atrocités mineures furent documentées. Exécutions massives de guérilleros et de villageois suspects, marches forcées où des prisonniers affaiblis étaient abandonnés à mourir, utilisation systématique de boucliers humains civils. Pendant toute cette période, Yamashita resta dans les montagnes du nord de Luzon, dirigeant la résistance de ses troupes de plus en plus réduites. Sa stratégie d'usure fonctionna partiellement. Les forces américaines subirent des pertes importantes lors des combats en montagne, et la campagne s'étendit bien plus longtemps que prévu. Lorsque le Japon se rendit le 15 août 1945, Yamashita commandait encore environ 50 000 survivants affamés sur les plus de 260 000 d'origine. Le 2 septembre, le même jour que la reddition à Tokyo, il se rendit aux autorités américaines à Kiangan. La campagne des Philippines était terminée, mais ses conséquences commençaient à peine. Les atrocités commises sous le commandement de Yamashita exigeaient justice et les vainqueurs étaient déterminés à établir des précédents juridiques garantissant que de tels crimes ne resteraient pas impunis. Verdict implacable, la doctrine Yamashita. Le 29 octobre 1945, à peine 2 mois après la reddition japonaise, l'un des procès les plus importants de l'après-guerre s'ouvrit à Manille. Dans le bâtiment de l'école des beaux-arts de l'Université des Philippines, un tribunal militaire américain allait juger Yamashita pour des crimes de guerre commis pendant la campagne des Philippines. Le procès établirait un précédent juridique révolutionnaire, déterminer si un commandant militaire pouvait être tenu pénalement responsable des crimes commis par ses subordonnés, même sans preuve directe d'ordre spécifique. Le tribunal était composé de 5 généraux américains désignés par MacArthur. Le général Russell Reynolds présidait la cour, tandis que l'accusation était dirigée par le colonel Frank Rill et le major Robert Kehoe. La défense était assurée par le colonel Harry Clark et le major Robert Chandler, des officiers compétents qui faisaient face à une tâche pratiquement impossible. Les accusations étaient dévastatrices dans leur simplicité. Permettre que les troupes sous son commandement commettent des crimes de guerre massifs contre des civils et des prisonniers aux Philippines et échouer dans son devoir en tant que commandant à contrôler ses subordonnés et garantir le respect des lois de la guerre. L'accusation ne tentait pas de prouver que Yamashita avait donné directement les ordres pour les massacres de Manille ou de Puerto Princesa. Son argument était plus subtil, mais tout aussi létal. En tant que commandant en chef, il avait l'obligation de prévenir de telles atrocités ou de punir les responsables, et son échec à ce niveau le rendait pénalement responsable. Pendant 6 semaines, le tribunal entendit des témoignages glaçants. Des survivants philippins racontèrent comment des soldats japonais entraient dans leurs maisons, tuèrent les hommes, violaient les femmes et jetaient des enfants dans des bâtiments incendiés. Des religieux catholiques décrivirent l'exécution systématique de religieuses, de prêtres et de fidèles dans des églises transformées en bouchers. Les survivants de Puerto Princesa racontèrent comment ils avaient été jetés dans des tranchées en feu tandis que leurs compagnons brûlaient sous les mitrailleuses japonaises. Des médecins et des infirmières témoignèrent de la délibérée attaque des hôpitaux, avec des patients blessés tués dans leur lit pendant qu'ils recevaient des soins. Chaque témoignage ajoutait une couche d'horreur à l'image de brutalité systématique. La défense utilisa cette accumulation pour argumenter que l'ampleur des crimes était telle que Yamashita ne pouvait pas être resté ignorant de ce qui se passait sous son commandement. La défense construisit une stratégie basée sur plusieurs arguments fondamentaux. D'abord, le manque de connaissances directes. Yamashita soutenait qu'il n'avait jamais été informé des atrocités de Manille parce que ses ordres étaient explicitement d'évacuer la ville. Ce fut Iwabuchi qui désobéit, transformant la capitale en champ de bataille contre les instructions du commandement suprême. Ensuite, l'impossibilité matérielle de contrôle. Yamashita commandait plus de 260 000 hommes dispersés sur des milliers d'îles, avec des communications interrompues par la supériorité aérienne américaine. Aucun commandant ne pouvait superviser personnellement chaque action de chaque soldat dans de telles circonstances extrêmes. Troisièmement, l'absence de preuves directes. Il n'existait aucun document écrit, ordre verbal enregistré ou témoignage direct montrant que Yamashita avait ordonné ou autorisé des massacres de civils ou de prisonniers. Yamashita déclara devant le tribunal avec dignité, impressionnant même ses accusateurs. Ses paroles devinrent une défense classique.
Mon commandement était aussi vaste que celui du général MacArthur ou de Lord Mountbatten. Comment aurais-je pu savoir si certains de mes soldats se comportaient mal? Si j'avais eu connaissance de ces actes, je les aurais sévèrement punis. Ce dont je suis vraiment accusé, c'est d'avoir perdu la guerre. La défense tenta d'introduire des documents prouvant que Yamashita avait donné des ordres spécifiques interdisant le pillage, le viol et la violence contre les civils. Elle chercha également à appeler des témoins japonais de haut rang qui auraient pu confirmer la désobéissance d'Iwabuchi et l'impossibilité de communication effective. Cependant, le tribunal rejeta systématiquement la majorité de ces preuves favorables. Il refusa d'admettre les témoignages d'officiers japonais, écartant les documents prouvant des ordres de protection des civils, et limita sévèrement la capacité de la défense à présenter son cas complet. Cette attitude partiale renforça la perception que le verdict était prédéterminé. Le procès semblait conçu moins pour établir la culpabilité individuelle fondée sur des preuves spécifiques que pour établir un précédent exemplaire. Le 7 décembre 1945, exactement 4 ans après Pearl Harbor, le tribunal militaire déclara Yamashita coupable de toutes les accusations. Le verdict établit le principe selon lequel un commandant militaire peut être tenu responsable non seulement des ordres qu'il donne, mais aussi des crimes qu'il ne prévient pas ou ne punit pas de manière adéquate. La sentence fut la mort par pendaison. Le précédent juridique ainsi établi serait connu sous le nom de norme Yamashita ou principe de responsabilité du commandement, une doctrine qui transformerait de manière permanente le droit international humanitaire. Les avocats interjetèrent immédiatement appel, arguant que le procès violait les principes fondamentaux du droit à un procès équitable. L'affaire arriva jusqu'à la Cour suprême des États-Unis sous le nom In re Yamashita, devenant l'une des plus controversées de la jurisprudence militaire américaine. Le 4 février 1946, par une majorité étroite de 5 voix contre 2, la Cour suprême confirma la sentence. L'opinion majoritaire soutenait qu'en temps de guerre, les tribunaux militaires avaient une large discrétion et que la responsabilité d'un commandant pour les actions de ses troupes était absolue. 2 juges rendirent des avis dissidents dévastateurs. Frank Murphy écrivit que la procédure constituait une négation du droit à un procès équitable, tandis que Wiley Rutledge déclara « Condamner un homme à mort sans preuve directe de culpabilité personnelle est contraire au principe de justice que nous prétendons défendre. » Ces dissidences restèrent comme témoignages des doutes juridiques fondamentaux, mais ne changèrent pas le destin de l'accusé. La machine de la justice militaire suivit son cours inexorable vers l'exécution. Le précédent allait largement au-delà de son contexte original. La doctrine de la responsabilité du commandement devint une pierre angulaire du droit pénal international, appliquée plus tard lors des procès de Tokyo, des procès pour crimes au Vietnam, au Rwanda, en Yougoslavie, et finalement codifiée dans les statuts de la Cour pénale internationale. La paradoxale histoire est remarquable. Un procès considéré par de nombreux experts comme précipité et juridiquement déficient donna naissance à l'un des principes les plus solides du droit de la guerre moderne. La responsabilité du commandement devint une norme internationale. Aucun leader militaire ne pouvait plus invoquer son ignorance des crimes systématiques commis par ses troupes. Cependant, le débat sur l'équité du procès original persiste. Pour certains historiens et juristes, il représenta un acte nécessaire de justice exemplaire qui établit des normes cruciales. Pour d'autres, ce fut une justice des vainqueurs qui sacrifièrent des garanties juridiques fondamentales au nom de la convenance politique et de la soif de vengeance. La controverse se renforce si l'on considère que des commandants alliés, responsables de bombardements massifs sur des villes civiles ou ayant permis des atrocités contre des prisonniers de l'Axe, n'ont jamais fait face à des accusations similaires. L'application sélective du principe suggère que des facteurs politiques ont influencé autant que des considérations juridiques pures. Indépendamment de ces controverses, l'affaire marqua un tournant dans l'évolution du droit international. Pour la première fois dans l'histoire, un tribunal affirma clairement que l'autorité militaire entraîne une responsabilité légale inévitable pour la conduite des troupes subordonnées. Les commandants ne pourraient plus fermer les yeux sur les crimes de leurs hommes en espérant rester impunis. Le gibet de Los Baños, l'exécution d'un général. Dans les premières heures du 23 février 1946, lorsque l'obscurité tropicale commençait à céder devant l'aube, le silence du camp de prisonniers de Los Baños fut brisé par le bruit métallique des serrures s'ouvrant.
L'heure était venue pour Tomoyuki Yamashita, l'homme qui avait été célébré comme le conquérant de Singapour et qui attendait maintenant la mort comme criminel de guerre condamné. La prison de Los Baños était située à 30 km au sud de Manille, dans un complexe qui avait autrefois servi d'université agricole. Ces installations avaient été converties en centre de détention pour criminels de guerre japonais et elles abriteraient maintenant le dernier acte de la vie du général le plus controversé de l'Empire. Yamashita avait passé sa dernière nuit avec une calme qui surprit ses gardes américains. Les soldats rapportèrent qu'il avait prié à voix basse, s'était soigneusement nettoyé et avait écrit des notes finales. Il n'y eut pas de supplications désespérées, de larmes, ni de collapsus émotionnel. Seul un silence de fer reflétant des décennies de discipline militaire japonaise. À 6 heures du matin, 2 soldats américains ouvrirent la porte de sa cellule. Yamashita se leva immédiatement, portant son uniforme kaki de général japonais déjà usé par des mois de captivité et dépouillé de toutes les insignes de son rang. Son apparence physique reflétait les mois de privation. Il avait perdu beaucoup de poids, mais gardait une posture droite caractéristique de sa carrière militaire. Les gardes l'accompagnèrent vers la cour centrale de la prison, où l'attendait le gibet en bois récemment construit pour l'occasion. La structure était sobre et fonctionnelle. Une plateforme élevée à laquelle on accédait par 13 marches en bois, avec une trappe basculante au centre et la corde du bourreau suspendue sur le côté. Le trajet entre la cellule et la base du gibet fut court en distance, mais lourd de symbolisme historique. Derrière lui marchaient des officiers américains de haut rang, des journalistes sélectionnés et des témoins officiels, dont le colonel Clark, qui l'avait défendu lors du procès. Les présents notèrent que Yamashita garda la tête haute tout au long du trajet, sans montrer de signes visibles de peur ou de désespoir. Arrivé à la base des marches, un officier américain lui demanda s'il souhaitait prononcer quelques mots de dernière volonté. L'interprète traduisit la question et Yamashita acquiesça. D'une voix ferme et claire, il s'adressa au présent en japonais, tandis que l'interprète traduisait simultanément. « Comme je l'ai dit à la Cour suprême de Manille, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. C'est pourquoi je ne suis pas honteux devant les dieux pour ce que j'ai fait lorsque je mourrai. Mais s'ils disent que je n'ai pas eu la capacité de commander l'armée japonaise, je ne peux pas le nier, car c'est dans ma nature. Maintenant, notre jugement pour crimes de guerre se poursuit sous leur bonté et leur justice. Je sais que vous tous, Américains et affaires militaires américaines, avez toujours eu un jugement tolérant et juste. » Il continua. Lorsque j'ai été interrogé devant la cour de Manille, j'ai reçu un bon traitement et une attitude bienveillante de la part de leurs officiers de bon caractère qui m'ont protégé tout le temps. Je n'oublierai jamais ce qu'ils ont fait pour moi, même si j'étais mort. Je ne blâme pas mon bourreau, je prierai pour que les dieux le bénissent. S'il vous plaît, transmettez mes mots de remerciement au colonel Clark et au lieutenant-colonel Feldhaus et Hendricks, au major Guy, au capitaine Sandburg et Riel de la cour de Manille et au colonel Arnard. Je leur suis reconnaissant. Ce qui était le plus notable dans cette déclaration finale fut l'absence totale de haine ou d'amertume. Au lieu de maudire ses ennemis ou de protester contre une injustice perçue, Yamashita choisit de remercier ceux qui l'avaient traité avec humanité pendant sa captivité et son procès. Il demanda même des bénédictions pour l'homme qui allait l'exécuter. Après avoir terminé sa déclaration, il commença lentement à monter les 13 marches du gibet. Chaque pas résonnait sur le bois dans le silence matinal, tandis que le petit public observait en silence respectueux. Il n'y avait pas de foule criant ni de lynchage, juste un groupe sélectionné observant la fin d'une figure historique complexe. Le bourreau, un sergent américain spécialisé dans les exécutions militaires, l'attendait sur la plateforme, tous les préparatifs étant terminés. 2 gardes aidèrent Yamashita à se positionner exactement au centre de la trappe, puis lui attachèrent les jambes et les bras pour éviter des mouvements involontaires qui pourraient compliquer l'exécution. Ils placèrent ensuite une cagoule noire sur sa tête, supprimant ainsi sa dernière vue du monde extérieur. Finalement, le bourreau ajusta soigneusement la corde autour de son cou, plaçant le nœud coulant à gauche selon les protocoles standards pour garantir une mort rapide par dislocation cervicale. À 6h19 du matin, l'officier en charge donna l'ordre final. Le bourreau actionna le levier qui libérait la trappe, laquelle s'ouvrit instantanément avec un bruit sec et définitif. Le corps de Yamashita tomba à travers l'ouverture et la corde se tendit avec un craquement audible. L'impact fut fulgurant.
selon tous les rapports médicaux. Les témoins observèrent qu'il n'y eut ni spasme prolongé, ni signe de souffrance prolongée. La mort arrive presque instantanément, comme le mécanisme l'avait prévu. Le médecin militaire présent confirma officiellement le décès quelques minutes après. Le corps fut soigneusement descendu et déposé dans un cercueil en bois simple préparé à l'avance. Il fut initialement enterré dans le cimetière du camp de prisonniers, bien que plus tard, en 1959, ses restes soient transférés au Japon. La nouvelle de l'exécution se répandit dans le monde entier en quelques heures. Aux Philippines, beaucoup la reçurent comme un acte de justice nécessaire pour le massacre de Manille. Pour les survivants des atrocités japonaises, voir le commandant suprême exécuté représentait un symbole important de réparation morale. Aux États-Unis, les médias présentèrent l'exécution comme une confirmation que ceux responsables d'atrocités massives seraient inévitablement punis. Les journaux soulignèrent particulièrement la dignité avec laquelle Yamashita affronta son destin final. Au Japon, la réaction fut bien plus complexe et ambivalente. Certains le considéraient comme un martyr tombé injustement, victime d'un jugement vengeur. D'autres le virent comme un héros militaire défait qui avait maintenu l'honneur jusqu'à la fin, sans nécessairement le considérer innocent des accusations. L'exécution consolida sa place parmi les figures les plus controversées de la Seconde Guerre mondiale japonaise. Son héritage demeura divisé entre deux images irréconciliables, le brillant stratège qui avait humilié l'Empire britannique avec la conquête de Singapour et le commandant sous lequel certaines des pires atrocités de la guerre avaient été commises. Au-delà des réactions immédiates, la mort de Yamashita eut des conséquences juridiques durables qui s'étendirent bien au-delà de son cas personnel. Le précédent juridique établi par son procès et son exécution transforma le droit pénal international moderne. Ce principe a été appliqué plus tard dans de nombreux cas de crimes de guerre et contre l'humanité. Il fut utilisé lors des procès de Tokyo contre d'autres dirigeants japonais, dans le procès de My Lai pendant la guerre du Vietnam, dans les tribunaux internationaux pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie, et finalement codifié dans les statuts de la Cour pénale internationale de La Haye. Le corps sans vie de Yamashita suspendu à Los Baños devint le fondement symbolique d'un nouvel ordre juridique international. La doctrine établit qu'aucun leader militaire ne pouvait prétendre ignorer les crimes systématiques de ses troupes et que le commandement impliquait une obligation légale inévitable de prévenir et de punir les atrocités. Cependant, le débat sur la justice de son exécution continue de diviser historiens et spécialistes du droit international. Les critiques soutiennent qu'il a été condamné pour des crimes qu'il n'a pas ordonnés directement, sur la base d'un standard de responsabilité qui n'existait pas clairement dans le droit international de l'époque. Les défenseurs rétorquent que l'ampleur des atrocités sous son commandement exigeait une punition exemplaire et l'établissement de nouvelles normes légales. La controverse se renforce en considérant que des commandants alliés responsables de bombardements massifs de villes civiles ou ayant permis des atrocités contre des prisonniers de l'Axe n'ont jamais fait face à des accusations similaires. Cette application sélective du principe suggère que des facteurs politiques ont influencé autant que des considérations juridiques pures. Dans les années suivant sa mort, des théories sur des motivations cachées derrière son exécution émergèrent. Certains chercheurs suggérèrent que la précipitation du procès pourrait avoir été liée à la connaissance que Yamashita avait de quantités énormes d'or pillées par l'armée japonaise en Asie. Selon ces théories, sa mort aurait silencieusement éliminé l'un des rares hommes connaissant l'emplacement de trésors estimés à des milliards. En 1971, un chercheur philippin nommé Rogelio Roxas affirma avoir trouvé une grotte pleine de lingots d'or et une statue de Bouddha en or massif. Roxas prétendait que ce trésor faisait partie du butin connu sous le nom de l'or de Yamashita, mais il fut arrêté par le gouvernement de Ferdinand Marcos et torturé pour révéler l'emplacement exact. Après la chute de Marcos en 1986, Roxas poursuivit la famille du dictateur devant les tribunaux américains. En 1998, un tribunal d'Hawaï donna raison à Roxas, ordonnant à la famille Marcos de payer 19 millions de dollars de compensation, bien que ni Marcos ni Roxas ne fussent encore en vie à ce moment-là. Ces théories demeurent dans le domaine de la spéculation, mais illustrent comment la figure de Yamashita continua à générer mystères et controverses des décennies après sa mort.
Ce qui reste indiscutable, c'est que son exécution a établi des précédents juridiques ayant influencé le droit international pendant plus de 70 ans. Au Japon, la mémoire de Yamashita reste complexe et divisée. Son nom est inscrit dans le sanctuaire Yasukuni à Tokyo, dédié à ceux qui sont morts au service de l'empereur, mais il est rarement mentionné lors des cérémonies officielles. Les nationalistes le rappellent comme un héros militaire exécuté injustement, tandis que les voix plus modérées reconnaissent les atrocités commises sous son commandement. Aux Philippines, son souvenir demeure vivant principalement comme un symbole de la brutalité de l'occupation japonaise. Les manuels scolaires le présentent comme responsable du massacre de Manille et les survivants ainsi que leurs descendants gardent vivante la mémoire des souffrances endurées sous son commandement. À Singapour et en Malaisie, la situation est similaire. Bien que son habileté tactique durant la campagne de 1942 soit reconnue, son héritage est irrémédiablement entaché par les massacres de Sook Ching et de l'hôpital Alexandra. Les monuments et musées de ces pays présentent ces crimes comme partie intégrante de leur récit historique national. En Occident, Yamashita est principalement étudié dans un contexte académique comme exemple des complexités morales et légales de la guerre moderne. Son cas est enseigné dans des écoles militaires et des facultés de droit comme une illustration tant de la brillance tactique que des conséquences de la responsabilité du commandement. La contradiction fondamentale de son héritage demeure sans résolution. Il a été simultanément l'un des commandants les plus réussis de la Seconde Guerre mondiale et le responsable ultime de certaines de ses pires atrocités. Cette dualité reflète des contradictions plus larges sur la nature de la guerre, l'honneur militaire et la moralité dans les conflits extrêmes. Son histoire illustre comment les individus peuvent se retrouver coincés entre les exigences de la loyauté nationale, l'efficacité militaire et l'humanité fondamentale. Yamashita a fidèlement servi son empereur et son pays, a montré un génie tactique exceptionnel, mais a aussi présidé à des crimes violant les principes fondamentaux de la civilisation. Le débat sur sa culpabilité personnelle continuera tant qu'il y aura des historiens intéressés par la Seconde Guerre mondiale. Certains soutiendront qu'il fut victime d'un procès injuste, sacrifié pour la nécessité politique de punir symboliquement les crimes japonais. D'autres maintiendront qu'il méritait son sort en tant que commandant qui a permis ou n'a pas pu prévenir des atrocités massives.